Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, chapitre 6, Les papiers du capitaine, deuxième partie. Et maintenant, Trelawney, commença le docteur. Et maintenant, Livesey, dit le châtelain en même temps. Chacun son tour, s'exclama le médecin en riant. Je suppose que vous avez entendu parler de ce Flint. Bien sûr que oui, s'exclama le châtelain. C'était le boucanier le plus sanguinaire qui eût jamais navigué. Barbe Noire n'était qu'un enfant à côté de lui. Il inspirait aux Espagnols une telle frayeur que parfois, je l'avoue, j'étais fier qu'il fût anglais. J'ai vu de mes yeux ces huniers au large de l'île de la Trinité, et l'ignoble poltron l'outre-gonflé de Rome qui commandait notre navire, bâti en retraite, vous m'entendez, monsieur, pour aller se réfugier à Port d'Espagne. Moi aussi j'ai entendu parler de lui en Angleterre. Mais la question est de savoir s'il avait de l'argent. De l'argent. N'avez-vous donc pas entendu l'histoire que l'on vient de vous raconter? Que cherchaient ces coquins, sinon de l'argent? À quoi s'intéressent-ils sinon à l'argent? Pourquoi mettraient-ils en danger leur carcasse de gredin si ce n'est pour de l'argent? Nous ne tarderons pas à nous en assurer. Mais que diable! Vous êtes si emporté et si volubile que je n'arrive pas à placer un mot. Voici ce que je voudrais savoir. En admettant que j'ai dans ma poche un document qui nous indique où Flint a enfoui son trésor, combien estimez-vous que ce trésor puisse valoir? Par ma foi, monsieur, j'estime qu'il vaudra ceci. Dans le cas où nous posséderions l'indication dont vous parlez, j'irai armer un bateau dans le port de Bristol, je vous prendrai à bord avec le jeune Hawkins, et je trouverai ce trésor, même si je devais le rechercher une année entière. Fort bien. Donc, si Jim est d'accord, nous allons ouvrir sans plus attendre ce qu'il m'a remis tout à l'heure. Ce disant, il posa le paquet sur la table. Comme la toile cirée était cousue, il dut prendre dans sa trousse une paire de ciseaux pour couper le fil. Le paquet contenait un carnet et une feuille de papier scellé. « Voyons d'abord le carnet, » déclara le docteur. Le châtelain et moi le regardions par-dessus son épaule, car il m'avait aimablement invité d'un signe de la main à quitter la table où je venais de souper pour me faire participer au plaisir des recherches. Sur la première page, on ne voyait que des griffonnages, comme peut en tracer par désœuvrement ou pour s'exercer un homme tenant une plume à la main. L'un d'eux reproduisit la phrase du tatouage. Billy Bones s'en fiche. Puis on lisait Monsieur W. Bones, second. Plus de rhum. Il a reçu ça au large de Palm Key. Ainsi que d'autres fragments de phrases, surtout des mots isolés et inintelligibles. Je ne pus m'empêcher de me demander qui avait reçu ça, et ce que ça pouvait bien être. Très probablement, un coup de couteau dans le dos. Ceci ne nous renseigne guère, dit le docteur Livesey, en tournant le feuillet. Les 10 ou 12 pages suivantes portaient de curieuses inscriptions qui faisaient penser aux écritures d'un registre de comptabilité. Il y avait une date au début de chaque ligne, et une somme d'argent à la fin. Mais entre les deux chiffres, au lieu d'explication, se trouvait un certain nombre de croix. Ainsi, le 12 juin 1745, la somme de 70 livres due à un inconnu était séparée de la date par 6 croix. Dans certains cas, à vrai dire, les croix étaient accompagnées de noms de lieux, par exemple au large de Caracas, ou encore de l'indication d'une latitude et d'une longitude, par exemple 62 17 20, 19 2 40. Les comptes s'étendaient sur une vingtaine d'années, les sommes inscrites devenant de plus en plus importantes avec le temps. Finalement, on avait fait un total général, après 5 ou 6 additions fausses, et on avait ajouté ces mots « le magot à Bones ». Tout cela n'a ni queue ni tête pour moi, déclara le docteur Livesey. C'est pourtant clair comme le jour, s'écria le châtelain. Nous avons ici le livre des comptes de ce sinistre scélérat. Les croix figurent le nom des bateaux coulés ou des villes pillées. Les sommes représentent la part du butin. Et là, où il craignait une équivoque, il a ajouté quelque chose de plus clair. Ainsi, au large de Caracas signifie qu'un malheureux navire a été pris à l'abordage non loin de cette côte. Dieu ait pitié des malheureux qui se trouvaient à bord. Ils doivent être transformés en corail depuis longtemps. Vous avez raison. Voilà ce que c'est que d'être un grand voyageur. Vous avez sûrement raison. Et vous le voyez, les sommes augmentaient à mesure qu'il montait en grade. Le carnet ne renfermait pas grand-chose d'autre,
sauf les relèvements de quelques lieux notés sur les pages en blanc et un tableau d'échange permettant de réduire à une valeur commune les monnaies françaises, anglaises et espagnoles. Quel homme économe et avisé, s'écria le docteur. On ne devait pas le duper facilement. Et maintenant, dit le châtelain, voyons le reste. On avait scellé la feuille de papier en plusieurs endroits, avec un dé à coudre en guise de cachet. Peut-être celui-là même que j'avais trouvé dans la poche du capitaine. Le docteur brisa la cire avec la plus grande précaution, et nous eûmes sous les yeux la carte du Nil, avec la latitude, la longitude, les sondages, le nom des collines, des baies, des passes, et tous les détails nécessaires pour permettre à un bateau de trouver un mouillage sûr. Elle mesurait environ 9 milles de long sur 5 de large, affectait la forme d'un gros dragon debout, et présentait 2 superbes criques fort bien abritées. Au centre, s'élevait une colline appelée la Longue-Vue. On y avait ajouté plusieurs annotations récentes, plus particulièrement 3 croix à l'encre rouge. 2 au nord, une au sud-ouest. À côté de cette dernière, toujours à l'encre rouge, étaient tracés les mots suivants d'une petite écriture nette, très différente des lettres tremblées du capitaine. Le gros du trésor ici. Au verso, la même main avait ajouté grand arbre, contrefort de la Longue-Vue, situé à un quart nord du nord-nord-est. Îlot du squelette, ESE quart E, 10 pieds. Les lingots d'argent sont dans la cache nord. On peut les trouver dans la direction du tertre est, à 10 brasses au sud du rocher noir situé en face. Les armes sont faciles à trouver dans la dune, à la pointe nord du cap de la passe nord, direction est, quart nord. C'était tout. Mais à la lecture de ce bref document, incompréhensible pour moi, les 2 hommes furent au comble du plaisir. « Livesey, déclara le châtelain, vous allez abandonner sur le champ votre satanée clientèle. Dès demain, je pars pour Bristol. D'ici 3 semaines, que dis-je, 2 semaines, 10 jours, nous aurons le meilleur bateau et la crème des équipages de toute l'Angleterre. Hawkins nous accompagnera comme mousse. Vous ferez un mousse de premier ordre, Hawkins. Vous, Livesey, vous êtes le médecin du bord. Moi, je suis amiral. Nous prendrons Redruth, Joyce et Hunter. Nous aurons des vents favorables et une traversée rapide. Nous trouverons la cachette sans la moindre difficulté. Et après cela, des monceaux d'argent. De l'argent à la pelle. De l'argent à jeter par la fenêtre. Jusqu'à la fin de nos jours. Trelawney, répliqua le docteur. Je veux bien partir avec vous. De plus, je me porte garant que Jim viendra lui aussi et fera honneur à l'expédition. Mais il y a un homme qui m'inquiète. Qui donc, monsieur? Donnez-moi le nom de ce coquin. Vous-même, car vous êtes incapable de tenir votre langue. Nous ne sommes pas les seuls à connaître l'existence de ce papier. Les bandits qui ont attaqué l'auberge cette nuit, des gaillards capables de tout, vous pouvez en être sûr, ceux qui étaient restés à bord du Lougre, et d'autres encore qui, j'en suis persuadé, se trouvent dans les parages, tous sans exception, sont bien décidés à mettre la main sur cet argent, coûte que coûte. Aucun de nous ne doit demeurer seul jusqu'au moment de l'appareillage. Jim et moi, nous resterons ensemble. Vous emmènerez avec vous Joyce et Hunter quand vous serez à Bristol, et du début à la fin, aucun de nous ne doit souffler mot de notre découverte. Livesey, vous êtes toujours dans le vrai. Je serai muet comme la tombe.